Retrouvez-nous sur le 94.8 et 24 heures sur 24 sur l'application RCJ, à télécharger gratuitement sur Apple et Android. Objectif Santé, Karen Tayeb. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors voilà, j'ai à côté de moi un psychothérapeute heureux, prêt à vous donner de la force. Avec le jingle qu'on t'a imaginé pour toi, sincèrement, il est vraiment boostant. Hein, voilà, ça c'est fait dynamise. pour ça, c'est pour se dire que... Excellent. Voilà, on est là dans une émission qui s'appelle Objectif Santé. Et donc c'est forcément, on va vers le positif, même si parfois il y a des sujets douloureux. Il faut les prendre par un autre chemin. Et certains parlent d'une deuxième épidémie. On a évidemment le Covid actuellement, ça n'a échappé à personne, mais c'est plutôt une épidémie dans l'épidémie. On parle de cette anxiété, de cette dépression, et c'est pour ça que je vous ai invité, cher Jacob Azéroal. Vous êtes psychothérapeute à Paris. Vous êtes auteur de livres que je vais montrer à l'écran, Savoir s'aimer. Et puis, couple, les clés pour le réussir. Évidemment, le premier, c'était l'amour de soi qui commence par l'amour des autres. On va bien sûr en parler. Et puis, vous êtes un grand spécialiste du couple. Hein. Vous recevez des couples pour essayer de leur faire retrouver parfois le chemin qui s'est un petit peu effacé. C'est ça d'ailleurs qui est déroutant dans la vie. C'est à peu de choses près. On change 3 fois rien. Ouais. Et le petit rien, il change tout. Et c'est des clés, en fait. C'est ce que vous appelez les fameuses clés. Mais c'est impressionnant. Mais je ne parle pas que du couple, d'une manière générale, que ce soit en cuisine, que ce soit dans la vie. Le son, là, l'ingénieur, par exemple, il va vous dire de vous rapprocher ou de vous distancer, etc. Et le son va changer. La même chose, des couleurs. Il suffit de petites choses, vous voulez dire, Jacob Azéroal. Mais est-ce que ces petites choses, il faut les prendre à temps, parce que j'imagine que quand on a laissé trop traîner des situations, qu'elles deviennent inextricables, ou qu'on arrive forcément à un moment donné d'une petite déprime à une grande dépression, les choses ce sont pas les mêmes clés, en tout cas. Bien sûr, ma chère Karen, je vous connais assez humaine et assez fine pour le savoir. Si je prends l'exemple de l'enfant, un enfant chez qui on ne va pas soigner un problème de lecture, ça va entraîner d'autres problèmes, notamment, effectivement, il va se croire, entre guillemets, bête, ensuite une marginalisation par rapport à ses camarades, et ensuite la moquerie de ses camarades, etc. Et donc, ça peut aller vraiment très loin. Et un manque de confiance en soi. Est-ce que vous m'autorisez, même si on est dans une radio juive, mais pas, entre guillemets, forcément avec des citations de la Torah, mais cela étant, je le cite dans mon livre. Oui, bien entendu, vous pouvez citer la Torah, bien entendu. D'accord, je me permets, parce que de toute façon, il est cité dans mon livre. C'est dans mon livre, et comme par hasard, c'est la paracha de la semaine, il vous dit, si tu vois l'âne de ton ennemi en train de s'affaisser sous son poids, tu dois l'aider. Et le commentateur, notre cher Rachi, qui est de Troyes, dit la chose suivante, il dit, regardez, faites attention, c'est pas marqué l'âne, il est tombé, c'est marqué, il est en train de tomber. Et je trouve cette nuance magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il explique, pardonnez-moi, à Tunisia, il va être content, parce qu'il explique qu'un âne, quand il est à terre, il faut 5 hommes pour le soulever, pour le remettre sur pied. Tandis que s'il est en train de tomber, juste on se met sur le côté, on l'empêche de tomber, et puis ni vu ni connu, tout s'est bien passé. Et c'est la même chose, même au niveau de la déprime, vous avez un ami qui ne va pas bien, parfois juste un conseil, parfois un petit coup de main. Un petit coup de main, vous savez, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée samedi soir. Samedi soir, je suis avec mon beau-frère, on rentre, et sur le chemin de retour, il croise un voisin à lui. Il lui dit, monte, on était en voiture, il monte. Et il le dépose, mais il ne le dépose pas chez lui, il le dépose devant la maison de mon beau-frère. Et le garçon, en descendant, il dit merci. Moi, je lui dis merci, mais je lui dis c'est extraordinaire. Des fois, on peut faire du bien qui nous a rien coûté. Ça nous a rien coûté. Et c'est vrai que des fois, je sais pas moi, quelqu'un qui a un problème de travail, quelqu'un qui connaît pas de monde, etc. On va lui présenter, on va lui dire un petit mot doux, un petit conseil, etc. Voilà. Et donc, et vous, ça m'a vraiment interpellé quand on m'avait dit, on va parler des gens âgés et des enfants, parce que je sais pas si vous l'avez fait exprès, mais c'est impressionnant comment les enfants et les gens âgés, ils ont énormément de points commun. Notamment c'est pour ça qu'on essaye souvent de faire ces relations intergénérationnelles, parce qu'on sait très bien qu'il y a forcément du positif là-dedans. Mais c'est un cycle, c'est-à-dire que l'enfant, il est enfant, ensuite il grandit, et en grandissant vers pardonnez-moi, la fin de sa vie, aussi longue que possible soit-elle, il revient vers l'enfant, c'est-à-dire il redevient à la fois besoin d'aide, à la fois
très sensibles, parce que les enfants, comme les gens âgés, sont très sensibles, pour ne pas dire hypersensibles, pour ne pas dire susceptibles. Et donc, tout est hypertrophié, tout est interprété à leur manière, etc. Et puis, et surtout, même si les adultes ont besoin d'amour, mais les enfants et les gens âgés ont particulièrement plus besoin d'amour. D'amour ou d'attention, on pourrait appeler ça l'attention. Absolument. Je vais raconter une anecdote qui est une anecdote vraiment authentique. À un moment et pendant longtemps, j'avais vraiment ce qu'on appelle le fameux, c'était pas un Chesterfield, mais c'était le fameux canapé du psy, c'est-à-dire un vieux canapé avec un cuir très, très, très vieilli. Ouais. Et le pauvre, à un moment, vraiment, il était vraiment très, très vieux. Et je me rappelle que pour le rafraîchir, je mettais de temps en temps du lait pour le rafraîchir. Ah oui. Et quand je mettais du lait, il buvait, le cuir buvait. Donc après, je l'ai remplacé par un nouveau cuir, par un nouveau canapé cuir. Et quand j'ai voulu, pour entretenir, mettre du lait, en fait, le lait ne veut pas pénétrer. Parce qu'en fait, il n'en a pas besoin. Ouais. Et c'est là que j'ai compris l'idée qu'en fait, il y a le besoin. Ouais, un enfant a un besoin. Les adultes ne comprennent pas cette idée de... C'est comme un enfant, il a besoin d'un goûter. Un adulte, il n'a pas besoin d'un goûter, même si moi, je suis un pas particulier. Moi, j'ai besoin d'une petite pause d'addisateur, un petit chocolat. Ouais. Non, mais même en nutrition, c'est vrai que la pause de 17 heures, elle est importante. Voilà. Il faut redémarrer la journée. Exactement. Mais là, on va après, bien sûr, revenir à vos livres. Mais c'est vrai que ce sujet particulier du Covid et de cette épidémie dans l'épidémie, d'abord, c'est vrai que c'est à force de cette succession de confinements, de mise en quarantaine, d'isolement, de traçage, de distanciation sociale, de masques qui empêchent de voir le visage de l'autre. Énorme. Tout ça, c'est finalement très, très négatif là, en matière de psychologie, non? Ces mots-là. Déjà, quand on dit quarantaine, isolement, traçage, distanciation, il n'y a rien de très positif là-dedans. Donc, on comprend bien que ça peut entraîner en cascade des conséquences. Et elles existent, on va en parler, parce qu'il y a eu des études notamment. Absolument, mais ce qui a été horrible, et justement, et d'ailleurs merci de m'inviter, de me donner la parole et l'opportunité de pouvoir parler, et j'espère pouvoir faire passer des petits messages positifs, parce que faire un constat, ok, so what? On fait quoi? Okay, donc on avance. C'est ça. Mais l'aspect psychologique, malheureusement, si vous avez fait attention, n'a été pris en compte que très tardivement. Ouais. Il y avait l'urgence, en fait. Il y avez l'urgence de sauver peut-être des vies au début. Mais bon. Oui, mais malheureusement, les gens ne comprennent pas. Il y a, vous savez, c'est comme... Il y a beaucoup de fois qu'on se trompe sur l'objectif. Par exemple, humblement, moi j'ai fait pas mal humblement de diplômes. Et dans un des diplômes où j'avais une thèse, c'était sur la relation soignant-soigné. Et j'avais expliqué qu'en fait, on s'occupe beaucoup du patient, du malade, mais ce qu'on oublie, c'est de s'occuper du compagnon ou de la compagne du malade. Qui sont les victimes collatérales. Et donc, effectivement, cette idée du collatéral, de ce qu'il y a à côté. Ouais. Et dans le Covid, effectivement, on a perdu de vue cette histoire du collatéral. Et avec tout le respect que je leur dois, si jamais je leur dois, les politiques, malheureusement, sont comme malheureusement certaines personnes, ils sont derrière un bureau, ils n'ont pas du tout la connaissance du terrain. Et d'ailleurs, comme certains médecins qui donnent des conseils qui sont ou pas réalistes ou pas réalisables. Donc, il faut avoir la connaissance du terrain. C'est comme je vous donne un conseil parmi tant d'autres. La débilité mentale, si vous vous rappelez, quand il y avait une queue devant le Monoprix, en plein hiver, il faisait un froid de canard, donc on évitait que les gens tombent malades à l'intérieur, mais le problème, c'est qu'en leur faisant faire la queue, déjà, ils étaient agglutinés les uns contre les autres, et surtout, il y avait des queues qui duraient jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart. Donc 1 heure et quart sous le froid, c'est là qu'on tombe malade. Donc il y a des fois qu'il faut être pratique, technique. Donc pour revenir à l'idée du psychologique, c'est quand même d'imaginer que l'impact qu'a pu avoir, mais de manière quasi pérenne, cette histoire notamment de la crainte de la pénurie, notamment la pénurie alimentaire. C'est vrai qu'au début, et les gens, tout était dévasté. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Même chose. Ça décrit quoi, vous, en tant que psychothérapeute, ne revenez pas au papier hygiénique. Cette peur, oui, le papier hygiénique, les pâtes. Évidemment, tout ce qui est de première nécessité. Mais ça veut dire quoi, finalement? Tout le monde ne l'a pas fait, mais il y a eu un élan. Tout le monde ne l'a pas fait, excusez-moi. Oui, comme si, en fait, il y avait une guerre mondiale. Là, donc, mais parce que, je vous rappelle, qu'en pénurie réelle, il y avait l'histoire des masques. Il n'y avait pas de masques. Oui, c'est vrai. Et même chose aussi, ce qui était au très générateur d'anxiété. Finalement, cette pénurie réelle qui existait au début avec les masques, elle n'existait pas pour ce qui était du papier toilette ou encore des pâtes.
Oui, mais on ne savait pas trop. La preuve, c'est que Donc, pour nous, c'était communauté juive, finalement... il y avait Pessah et on ne savait pas s'il allait y avoir assez de matzot pour tout le monde. Ouais. Donc, puisque c'était importé pour certains d'Israël, etc. Donc, ce n'était pas du Mhm. tout, du tout évident. Donc, il y avait cette angoisse. Et le problème aussi, c'est que les enfants sont souvent contaminés par les parents. Je ne cherche pas à culpabiliser les parents, mais malheureusement, c'est un fait. Mhm. Et donc, les parents étaient inquiets. En plus, je passe de côté aussi les histoires de problèmes de couple du fait du confinement, de se retrouver 24/24, ce qu'on n'avait pas l'habitude. Donc pour certains, ça a permis de consolider, parce que ça aussi, il faut le dire, que l'épreuve commune sert aussi normalement à consolider les liens. Mais pour revenir donc à l'inquiétude, idem par rapport à l'acquisition du langage. Il y a des enfants, effectivement, qui sont nés avec des masques, donc effectivement, ils n'ont vu que des masques. Ils n'ont pas vu les bouches voilà, se Exactement. mouvoir et raconter des choses. Parce fait. qu'on écoute, on n'entend pas qu'avec les oreilles, on entend avec les oreilles, mais on entend aussi avec les yeux. Avec les yeux, et puis aussi à l'expression du visage. Et mon éditeur m'a dit un jour, justement, il m'a dit, Jacob, vous ne trouvez pas que ça robotise les gens, cette histoire de masque? Je lui dis, mais vous avez 1000 fois raison, parce que qu'est-ce qui rend humain l'humain, hormis son comportement? C'est justement l'expression de son visage. L'expression du visage, c'est ce qui rend humain, mais c'est aussi ce qui accompagne le discours. Donc, est-ce que tu fais la tête ou est-ce que tu souris? Si on ne voit pas le sourire, eh ben, on ne sait pas. Est-ce que peut tu être dis ça inquiétant, au deuxième en degré? plus, voilà, c'est ça. Évidemment, Ça et peut c'est générer éminemment. une inquiétude, et notamment chez les enfants qui ne comprennent pas vraiment le message. Et puis, même chose, et l'objet de méfiance. L'objet de méfiance, c'est-à-dire que les enfants, les uns les autres, ils se méfiaient les uns des autres, comme les adultes, malheureusement. Et puis aussi, donc, ou bien eux-mêmes se méfiaient des autres, mais aussi eux-mêmes pouvaient être l'objet d'être de méfiance. Et puis ils ont peur aussi de tomber malade, finalement. On est dans un environnement où on a la peur de tomber malade. Mais il y a une petite de la famille. Ça arrive chez les enfants aussi. Absolument, il y a une petite de la famille, quand on lui a fait le test, Dieu préserve, elle a dit à sa mère, elle a dit, maman, Dieu préserve, je vais mourir. Elle dit comme ça. Est-ce que vous imaginez? Mais c'est déroutant, ce genre d'angoisse. Ça entraîne vraiment, ça va très loin. Absolument. Dans la peur. Et donc, si un enfant arrive à dire ça, c'est que c'est profondément cette angoisse et un impact qui a pénétré, en fait. Et il y a aussi une autre angoisse chez les enfants. Souvent, les psychothérapeutes l'ont dit et ont interpellé là-dessus, c'est quand on a dit, attention, les enfants ne doivent pas embrasser leurs grands-parents parce qu'ils risquent de les rendre malades. Il y a eu une culpabilisation quelque part des enfants. Les enfants peuvent se sentir les vecteurs de ce virus. Absolument. Et idem, et les grands-parents se sentir comme ça marginalisés. Moi, j'ai souvent dit que les gens âgés ne meurent pas de maladie, ils meurent d'abandon ou de sentiment d'abandon, de sentiment d'inutilité. Or, je vais être dans le paradoxe, mais justement, dans mon livre « Savoir s'aimer », mais ça, c'est une idée récurrente que je développe parce que je la trouve malheureusement extrêmement vitale. Il est que j'explique, encore une fois, je suis dans une radio juive, mais même quand je ne le suis pas, encore une fois, c'est dit dans mon livre, parce que dans mon livre, je cite nos textes comme je cite les autres textes. Donc, c'est une source d'inspiration importante. Et je rapporte humblement, c'est un commentaire à moi, où j'ai dit, il me semble que vous parlez hébreu. Oui, je comprends en tout cas. Vous comprenez. Est-ce que vous savez ce que c'est le mot neshek? Ah non. Le mot neshika. C'est un bisou. Je vais appeler. Ah ben quand même. Ça, j'appelle. Absolument. Neshika, ça veut dire bisou. Neshek veut dire bisou, baiser, mais veut dire aussi un autre sens. Arme. Ah oui. Alors un jour, dans un dîner, j'ai dit, mais quelle est la connexion que je puisse établir, que nous pourrions établir entre une arme et un baiser? Ça a l'air complètement opposé. J'ai dit, en fait, en tant que psy, ce que je sais, c'est que quelqu'un qui se sent inutile, qui ne se sent pas aimé, qui ne se sent pas important, en cas de difficulté, quelle qu'elle soit, il va se laisser aller, il va se laisser agresser, il va se laisser chuter, il va se laisser aller dans sa chute et dans son départ. Pardonnez-moi d'aller plus loin. Tandis que quelqu'un qui se sent aimé, qui se sent important, qui se sent utile, il va se battre. Il va se battre contre un adversaire physique, mais il va se battre aussi contre, Dieu préserve, un problème de santé, et il va se battre de manière générale, pour vivre, pour survivre. J'ai dit, qu'est-ce qui donne la force? L'amour, encore l'amour. Mais quelle est la meilleure manière de faire sentir à quelqu'un qu'on l'aime? C'est les bisous, c'est le toucher. Mais là, en ce moment, c'est pas très recommandé, c'est ça le problème. J'y viens. Alors, et j'explique en fait, le mot baiser veut dire arme, parce que la meilleure arme qu'on puisse offrir à quelqu'un qu'on aime, c'est un baiser. Et en tout cas, il y a une chercheuse américaine, Pauline Boss, qui parle de perte ambiguë
Ils disent, par exemple, elle dit, ceux qui n'ont pas pu voir leur mari, leur femme, leurs parents, parce qu'ils Absolument. étaient hospitalisés, qu'on n'avait pas le droit d'aller les voir. Absolument. Ceux qui étaient en EHPAD, et là encore, c'était impossible. Oh, affreux. On ne pouvait plus voir les amis, il fallait faire des dîners à Mais 6. absolument. Et donc, voilà, si on a plus Mais bien sûr. que 6 amis, c'est compliqué. Restez- Donc, n'oubliez pas le slogan, restez chez vous. oui, restez chez vous, bien sûr. Affreux. On ne pouvait plus prendre les proches dans les bras. Et puis voilà, donc et encore, comme vous dites, au début, c'était encore plus terrible parce qu'on ne savait pas où on allait. Donc il valait mieux se mettre finalement dans une case et attendre que ça passe. Mais tout ça, elle appelle ça finalement cette perte ambiguë. C'est-à-dire que c'est comme si on devait faire le deuil de quelque chose. On nous imposait de faire le deuil de quelque chose. Et vous l'entendez, ça, on vous dit... moi, je l'entends, mais peut-être que vous, en tant que psychothérapeute, vous l'entendez, mais on dit, on va revoir la vie d'avant, comme si elle n'existerait plus, peut-être, Alors, cette je vie reviens d'avant. je reviens sur la notion d'ambiguïté, malheureusement. La notion d'ambiguïté, en fait, elle est surtout dans le fait que est-ce que quand quelqu'un me dit reste chez toi, je ne peux pas t'inviter, est-ce qu'il le fait réellement pour me protéger, se protéger, ou bien est-ce qu'il n'y a pas cette ambiguïté de mise à distance? Mhm. Idem, le fameux grand-père qui parfois était aussi le beau-père, Mhm. est-ce que je mets la distance parce que finalement elle m'est recommandée sur un plan sanitaire, ou je mets de la distance puisque j'ai un prétexte magnifique, légitime de mise à Ah, distance? mais là, c'est machiavélique. Oui, mais malheureusement, ça a existé. C'est pour Ouais. ça que à l'époque où c'était Oui, vraiment c'est très comme hard, au départ, je vais prendre même une analogie avec le fameux je ne peux pas t'entendre, je passe sous un tunnel. exactement. Là, avec son iPhone, Exactement. là, c'est j'ai Covid ou je suis qu'à contact, en Mais gros. bien sûr. Et comme ça m'évite de voir... Et c'est en cela qu'il y des a une personnes que je n'ai ambiguïté pas envie parce de que voir. est-ce que tu viens pas me voir parce que réellement tu as l'impossibilité de venir me voir, ou bien tu viens pas me voir parce que finalement ça t'arrange aussi. Donc c'est en cela qu'il y avait l'ambiguïté. Mhm. Maintenant, je vais vous raconter. J'ai fait une conférence à Amiens dimanche et j'ai adoré. Il y a un moment, donc moi j'ai l'habitude, je rentre dans le groupe entre guillemets, dans le public. Et à un moment, donc je demande à une femme, je lui dis, Madame, vous aimez votre mari? Non, pardon. Est-ce que votre mari vous aime? À l'inverse, c'était une autre que j'avais demandé ça. Elle me dit oui. Je lui dis, comment est-ce qu'il vous le montre? Elle me dit, il me fait un câlin. Et je vous assure que quand elle l'a dit, elle a fait le geste comme ça. Il était assis à côté d'elle. Et elle l'a dit, et j'ai rigolé. Je lui dis, mais vous le dites, on dirait que c'est un chargeur. Ouais. Un chargeur, c'est-à-dire, vous savez, Ça dans amène les de chargeurs, l'énergie. c'est oui, voilà, oui. exactement. Donc, et On elle m'a recharge dit la oui. batterie, en fait. Exactement, elle m'a dit ça. Et vous pouvez pas imaginer, vous savez, quand quelqu'un veut exprimer qu'il n'est pas aimé, il dit, ou bien, il ne me regarde pas, ou alors il dit, il ne me touche pas. Il, elle, ne me touche pas. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on se sent important, en tout cas exister, se sentir exister justement, c'est le fait d'être regardé et de regarder, mais aussi d'être touché. Et je reviens d'ailleurs à ça par rapport à l'histoire du masque. Et moi, au début, j'avais dit ça. J'avais dit parce que nous, effectivement, quand quelqu'un il va pas bien, un des conseils, mais vraiment complètement trivial que l'on donne, c'est sors voir du monde, Ouais. n'est-ce pas? Et j'ai dit en fait non, c'est à l'envers. C'est pas voir, c'est être vu. Mhm. Être vu, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui reste à la maison, ils ne se sent pas exister parce qu'il n'y a personne ils ne se sont pas regardés. Ouais. Quand on sort, on se sent exister. Et Aldo Naouri, une fois, il avait dit quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant. Il a dit qu'en arabe irakien, mais je crois qu'en arabe marocain, je ne sais pas, en arabe tunisien, c'est le cas. Mhm. Ah oui, non, en arabe marocain aussi. Je ne sais pas si en arabe tunisien, mais en tout cas en arabe américain, semble-t-il, c'est sûr. Il dit, quand il veut dire je suis, il dit rani. Rani, ça veut dire il m'a vu. Ah oui? Ça veut dire je suis, je ne me sens exister que si l'autre me voit. Or, si je mets un masque, l'autre ne me voit pas. Donc, à part le masque, la mise à distance. On ne me voit pas, donc je n'existe pas. Donc, le sentiment d'existence a été extrêmement ébranlé par cette crise épidémique qui, pour moi, manifestement, et c'est là, malheureusement, qu'est le problème, c'est que pour moi, au-delà d'une crise épidémique infectieuse, financière, etc., pour moi, non, c'est une question existentielle. Existentielle, ça veut dire que le but de toute cette épidémie était et est de nous réveiller. Est-ce que ça veut dire qu'il est temps de faire un peu plus attention à cette question psychologique? Parce que le temps sanitaire, le temps de la recherche, le temps du vaccin, et on remercie les chercheurs qui ont fait cette formidable découverte parce que ça a permis d'enrayer quelque part cette maladie. Est-ce que justement il est temps d'aborder cette question Karen, psychologique? vous allez me détester, vous et vos auditeurs, parce que je vais balayer d'un revers de main tout ça, malheureusement. Vous savez, il y a quelques années, quand les portables ont commencé
à circuler. Les chercheurs, comme on les appelle, ils ont commencé à étudier les effets nocifs des ondes que dégagent les portables. Et moi, je rigolais. Pourquoi? Parce que c'est comme une femme de ménage qui va s'atteler à nettoyer la petite tâche, alors qu'il y a une tâche qui est énorme en face. La même chose, le danger du téléphone, au-delà des ondes, que c'est certain que ça bousille la santé. Mais c'est le téléphone lui-même. Le simple fait de passer beaucoup de temps sur le téléphone, et de ne pas passer du temps avec les autres, etc., c'est déjà hyper nocif. Vous comprenez? La même chose. Là, on me parle de scientifiques qui cherchent les vaccins, etc., etc. Je suis désolé de vous dire, mais moi, bien avant, parce que je suis psy, mais avant tout, je suis médecin aussi. J'ai fait mes études de médecine, mais bien avant d'être médecin, j'ai toujours dit quelque chose que, dans l'esprit, dans la philosophie de la pensée juive, très important, tout va derrière la tête. Alors, j'aurais pas le temps aujourd'hui de développer, sauf si vous m'y invitez. Mais tout va derrière la tête. C'est-à-dire, y compris la combativité. Je viens de parler de l'amour, mais tout va derrière la tête. J'ai expliqué il n'y a pas longtemps. J'ai dit que moi, si je suis partisan, que ce soit du vaccin, en tout cas jusqu'au 2e, limite le 3e, pour le 4e, je ne sais pas. Si je suis pour le masque, si je suis pour se nettoyer les mains, etc., ce n'est pas tant parce que ça protège. C'est uniquement parce que ça envoie un signal au cerveau qui dit « je veux vivre ». C'est-à-dire que ça me met dans un mood. Alors la même chose. C'est vrai ce que vous dites. C'est très important de s'arrêter sur cette image positive parce que tout ce qu'on fait, c'est évidemment parce qu'on veut se protéger et parce qu'on aime la vie. Mais évidemment, c'est comme, excusez-moi, c'est comme une femme ou un homme qui veut perdre du poids et qui est dans une privation. Alors que c'est pas par privation, il faut que tu le fasses par amour. Tu t'aimes. Donc, à part le fait de vouloir être beau ou belle, c'est aussi de savoir que tu veux préserver ta santé. Donc, tu fais des efforts. Et donc, c'est ça l'histoire du mood. Or, pour moi, les vaccins, etc., c'est très, 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 très beau. Mais pour moi, ce qui protège le plus l'humain, c'est sa tête. Sa tête, c'est-à-dire c'est son envie de se défendre, en fait. Notre prof de français, que je cite souvent dans mes livres, dans mes conférences, etc., nous avait appris un principe que je trouve magnifique. Il nous disait toujours, les enfants, la défaite, elle vient de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, la défaite, elle vient de l'intérieur? Un exemple le plus classique. Un ballon bien gonflé, vous tapez dessus, c'est un ballon, pas de problème. Un ballon qui n'a pas été bien gonflé, vous tapez dessus, il s'affaisse. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas la cause du coup que je donne, c'est parce qu'il n'était pas bien gonflé à l'intérieur. La même chose. Et on le sait. La preuve, les scientifiques. Vous vous rappelez, ma chère Karen, qu'on nous avait dit et tanné avec les enfants, ils n'ont pas le Covid, ils ne sont pas susceptibles. Vous vous rappelez de ça? Bien sûr. Alors, où est-ce qu'ils en sont là? On nous a dit l'histoire des masques, on nous a dit mais plein de choses. On a dit les gens qui uniquement pardonnez-moi, les gens gros, etc. Dans la contradiction totale. Moi, ce que je crois, évidemment, je crois en la médecine. Évidemment, je crois dans certains médicaments, dans certains vaccins, ce que vous voulez. Mais ce que je crois par-dessus tout, et encore une fois, en complémentaire, on a bien compris qu'on ne se méprise pas sur mon discours. Je ne suis pas en train de dire d'enlever les masques, de bien pas sûr, se vacciner. On n'a pas compris ça, cher Jacob Azerwal. Voilà, je dis qu'en parallèle de ça, en parallèle des soins il y a la force techniques, intérieure. La force intérieure, la force mentale. Et le meilleur message qu'on puisse, et auquel nous, on est sensible en particulier dans notre communauté, c'est les gens malheureusement qui ont survécu dans les camps. Ils ont survécu quand quelqu'un a visité les camps, on se dit c'est impossible de survivre. Impossible. C'est pas uniquement impossible, mais pourquoi survivre? Mais les gens ont survécu parce qu'ils se disaient je dois vivre, ne serait-ce que pour témoigner de tout ce qui s'est passé. Donc ça leur donnait une force mentale sans laquelle il est strictement une logique, c'est impossible. Quelqu'un en petit pyjama dans un truc là comme ça où il fait un froid glacial, sans manger, sans nourrir, excusez-moi, les besoins sur place, etc. C'est impossible de survivre. La force mentale, c'est quelque chose de phénoménal. Malheureusement dans le négatif, et merci mon Dieu, dans le positif aussi. Alors, on va se retrouver avec vous, cher Jacob Azerwal, dans un petit instant, une petite pause musicale. Et je rappelle que vous êtes auteur de 2 livres, Savoir s'aimer. L'amour de soi commence par l'amour des autres, un livre paru chez Guy Trédaniel. Et puis aussi ce livre sur les couples, un couple, les clés pour le réussir, toujours chez Guy Trédaniel. Et puis, on va parler aussi avec vous tout à l'heure de cette chaîne YouTube que vous avez créée. Avec plaisir. À tout de suite. Merci beaucoup. Et on est avec Jacob Azerwal, psychothérapeute, qui veut rebondir sur chaque mot. En même temps, c'est normal quand on est psy. Hein. Oui, mais surtout quand on tient à donner du sens aux choses, notamment même aux paroles de chansons. C'est-à-dire qu'en fait, hier encore, j'avais 20 ans. Donc, ou bien, effectivement, quand on prend de l'âge, on ne vit plus qu'avec des souvenirs. Donc, hier encore, tu te rappelles la Tunisie, tu te rappelles le Maroc, tu te rappelles quand tu étais jeune, tu te rappelles à l'école, etc. Et donc, on perd sa vie présente
en se tournant sur le passé, ou alors on comprend qu'en fait, de même que dans la relation de couple, c'est un amour qui se décline différemment, c'est-à-dire que quand on avait 18 ans, quand on s'aimait d'une certaine manière, passionnelle, etc., etc., après, on l'aime, mais et on s'aime de manière différente. Mais même l'amour de soi et même la vie, il y a des plaisirs, effectivement. Effectivement, quand on avait 20 ans, il y avait certains plaisirs. Mais quand on a un peu plus, on va dire, n'est-ce pas? On a d'autres plaisirs. Ouais. Donc, au lieu de se contenter d'être uniquement dans une biographie et être toujours tourné dans son passé, dans la nostalgie, on peut aussi s'ancrer dans le présent. C'est pas les mêmes plaisirs, mais il y a d'autres plaisirs. Heureusement. Donc, voilà. Donc, Heureusement, et demain est plein de promesses. Et donc, moi, je chanterai aujourd'hui encore. Ouais, et voilà, et c'est ça. Et en fait, il y a aussi, moi je me rappelle d'une conférence de Marc-Alain Waknin qui m'avait beaucoup interpellée, où quand on dit je suis, notamment en hébreu, c'est à partir du moment où on dit je suis, déjà, on est quelqu'un d'autre. À moment où j'ai fini ma phrase, parce que d'abord il y a un turnover des cellules, hein, et on est déjà différent forcément. Et donc c'est important de se dire, voilà, le temps passe, mais on est la même personne tout en étant différent, puis avec d'autres choses à vivre, et heureusement d'ailleurs. Mais revenons à notre sujet, puisque je vous avais invité aussi pour parler de ça. Évidemment, on a ce contexte Covid qui est encore là, qui plane au-dessus de nous. Et il y a eu une étude notamment qui est parue à Singapour et qui montre qu'il y a vraiment un lien de cause à effet entre cette pandémie et puis cette deuxième pandémie qui est un peu en corollaire, en conséquence, l'anxiété, la dépression. Est-ce que on lit par exemple qu'il y a notamment un impact considérable sur le bien-être mental, sur l'insomnie. On dort moins bien depuis qu'on a ce Covid au-dessus de nos têtes. Et ça va jusqu'à des détresses psychologiques, de l'anxiété, de la dépression même. Est-ce qu'on peut justement enrayer ce phénomène? Qu'est-ce que vous conseillez, vous, comme psychothérapeute, aux gens qui sont déstabilisés profondément par ce Covid? Alors déjà, il faut savoir que l'anxiété, on a parlé de l'effet psychologique, mais aussi un aspect technique générateur d'angoisse, qui est par exemple le port du masque. Il faut savoir que par exemple, quelqu'un qui est angoissé respire mal. Quelqu'un qui est angoissé respire mal. Il a une respiration qui est courte, n'est-ce déjà, pas? Le fait d'être angoissé, il a une mauvaise respiration. Mais l'inverse aussi, quelqu'un qui respire mal génère de l'angoisse. Or, le masque fait qu'on respire mal. Donc ça génère de l'angoisse. D'accord? Donc effectivement, si on a passé une journée, supposée qu'on est dans un contexte où le port du masque est obligatoire et incontournable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité de distanciation, comme par exemple ici, donc effectivement, ça, c'est déjà sur un plan technique, là, on n'est même plus dans le psychologique, déjà, voilà. Maintenant, effectivement, quoi faire? Quoi faire, effectivement? Parce qu'il faut toujours savoir réagir. Je voudrais vous raconter une anecdote qui s'est passée dimanche. Dimanche, j'étais dans le train pour aller à Amiens où je donnais une conférence. Et j'étais assis, moi j'aime bien être assis là où il y a le petit carré avec la table. Ça me permet de travailler. Et de l'autre côté, il y avait aussi une table. Et il y avait donc un père avec 2 enfants. Et il y avait une femme, au départ, je croyais que ce n'était pas la mère, pas tellement elle n'était pas impliquée, mais pas parce que c'était une mauvaise mère, mais justement parce qu'elle a donné l'occasion au père de s'impliquer. Donc au contraire, et ça aussi, au passage, très très important, de savoir... déléguer. Mais déléguer pas parce que je veux m'en débarrasser, mais au contraire, pour que le père puisse créer du lien. Et j'ai adoré, parce que pendant tout le trajet qui a duré un certain temps, les enfants, on leur a pas donné des tablettes pour s'en débarrasser. On leur a fait des jeux. Des jeux, c'était des dessins, et puis il fallait trouver un animal et un métier qui commence par A, par B, par C, etc. Et c'était terriblement amusant. Par le petit, j'étais choqué, il devait avoir 6 ans maximum, mais une culture, mais j'étais époustouflé, au point que je ne pouvais pas rester indifférent, donc je me suis permis de dire, mais je ne comprends pas d'où il sort celui-là. En même temps, faire taire Jacob Azerwal, c'est un peu difficile. J'ose espérer que c'est pour dire des choses intéressantes, en tout cas, humblement en tout cas. Non, c'était pour le féliciter, c'était pour féliciter le père. Je lui dis, monsieur, vous savez, vous aurez pu faire comme certains adultes, ils se débarrassent des gosses, on leur donne un téléphone, une tablette et on se débarrasse. Et je lui ai rappelé d'ailleurs, je lui ai dit, vous savez, humblement, j'ai un livre sur l'éducation. Et un de mes amis qui l'avait lu pour m'apporter sa critique, ses suggestions, comme j'aime les recevoir, il m'a dit, Jacob, tu as déjà fait attention que les tablettes, ça s'appelle des consoles. Je lui dis, comme si les parents
consoler les enfants de ne pas pouvoir s'en occuper en leur donnant des consoles. Et donc, effectivement, le mot est très psychanalytique. Voilà. Et pourquoi donc je parle de Ouais. ça? Tout simplement parce que, ils portaient des masques, ok, parce qu'effectivement on est dans un train, dans un lieu fermé, mais c'était une manière d'aimer. D'aimer, c'est de consacrer du temps. Mhm. Ok, il y a des choses qu'on peut plus faire. Il y a des voyages qu'on peut plus faire. Il y a des choses qu'on peut plus faire, etc. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Mhm. Et ça, moi, je trouve que le Covid, pour ceux qui ont su, encore une fois, tirer les leçons, a été quelque chose peut-être de cher payé, Mhm. très cher payé. Mais si on a tiré des leçons, ça valait le coup. Ouais. Exemple, il y a des gens qui se sont remis ou mis à cuisiner. Ils n'ont jamais cuisiné de leur vie. Ouais. Ils sont appris à cuisiner. Même chose, les jeux de société, on a ressorti le fameux Monopoly. C'est vrai, toutes sortes de jeux de société. Toutes sortes de jeux de société. Mm. Alors effectivement, D'autres se sont remis au piano, d'autres se sont remis à la peinture, à des passions d'hier. Décorer la et maison. À décorer, ou enfin faire plein de choses, effectivement, qu'on avait oublié de faire parce que on n'avait pas le temps. absolument. Et Mhm. ceux qui il y a des plaisirs, par exemple, se faire masser, on ne peut pas aller dans un salon. Donc, tu demandes à ton mari, tu demandes à ta femme de te masser. Mhm. Je ne sais pas. Tu apprends. Donc, il y a même sur le plan de l'intimité, donc on se retrouve. Ouais. Il y a un film que j'avais vu il y a quelques années, mais je suis incapable de vous dire le titre. Il y avait une histoire comme ça, que alors 2 anges qui devaient faire une sorte de mea culpa, on leur somme de descendre sur Terre pour une mission improbable à réussir, qui est de créer du lien, de rendre amoureux un couple impossible, qui Mhm. était donc, si je ne me trompe pas, c'était Charlize Theron. Elle campait le rôle d'une riche fille qui ne faisait rien de sa vie, et elle devait tomber amoureuse d'un homme de ménage. Donc impossible, strictement impossible. Et en fait, donc ces 2 anges vont tout faire pour les rendre amoureux impossible, jusqu'au point où ils vont sortir le joker. Ils vont les mettre dans une situation difficile, une épreuve commune, et ça va créer du lien. Donc c'est la même histoire. Ouais. En fait, pour rassurer les autres et Mhm. pour se rassurer, il faut juste comprendre que peut-être pas la génération d'avant, peut-être pas 2 générations avant, mais si on remonte juste à 3 ou 4 générations, il faut savoir qu'eux vivaient des époques d'insécurité et d'incertitude largement pires Ouais, que la y nôtre. compris sanitaire, bien entendu. Sanitaire, il y avait des épidémies, de choléra, de tout ce que vous voulez. Et idem sur un plan même de sécuritaire, puisque les barbares, les Cosaques pouvaient... le pays voisin pouvait à tout moment envahir, etc. Donc il y avait Les une progrès de la incertitude. médecine aussi ont La fait famine. des bons énormes. Bien sûr. La semaine dernière, on faisait une émission sur la première injection d'insuline. C'était il y a 100 ans, donc il y a à peine 100 ans. Mais avant, Voilà. les Ça veut enfants, dire 4 les générations. adolescents en mouraient dans les mois qui suivaient le diagnostic. Absolument. Il y a plein de choses. Et même chose. Et la famine. La famine, aujourd'hui, on a les capacités de stockage. Mais avant, il n'y avait pas la notion de stockage. Donc, quand il y avait une mauvaise récolte, il y avait une famine qui était systématique, automatique. Donc, l'insécurité, nos ancêtres, entre guillemets, Ils l'ont connue. Ils l'ont connue. Ouais. Donc, le problème de l'humain, c'est qu'une fois qu'il s'est habitué à un stade, pour lui, ça y est, ça devient complètement acquis. Ouais. Et finalement, le fait d'être dans un déséquilibre, c'est comme avec le plaisir du couple ou le plaisir des enfants. Parce que malheureusement, il y a des parents qui ont eu des enfants sans difficulté. C'est-à-dire, baf, la femme, elle est tombée enceinte. Ok, sympa, ouais, je suis content, oui, ok. Il faut juste savoir qu'il y a des femmes que pour tomber enceinte, il a fallu des FIV, il a fallu des traitements, etc., etc. Et peut-être qu'elles vont réussir à tomber enceinte. Donc il y a même cet attachement, d'avoir peur, Dieu préserve, de perdre un enfant. Effectivement, il y a un lien qui va se créer. Mais pas un lien négatif, encore une fois, sous forme d'inquiétude, mais au contraire, de sentiments amoureux, de solidarité avec l'autre et avec soi. De comprendre que la vie, c'est pas quelque chose d'acquis. Donc de l'apprécier, de la déguster. Et bien ça, c'est aussi un des secrets C'est vrai. du bonheur de savoir, sous Covid. savoir ce qu'on a, en fait. De savoir Toujours apprécier. apprécier ce qu'on a. Parce que l'important, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a. C'est une bonne façon de conclure cette émission. Mais Ah, on juste conclut avant, bien sûr, ça, il nous reste quelques va minutes. vite. Mais c'est l'occasion, avant de conclure, de dire que vous allez créer une chaîne YouTube, cher Jacob Azeroual. Vous êtes psychothérapeute, vous avez déjà écrit des livres et des conférences. Et là, vous avez envie de vous adresser
à travers YouTube à des personnes pour leur dire quoi finalement? Alors, humblement, c'est pas j'avais envie et c'est tout simplement parce qu'on n'arrête pas de me tanner humblement, sans aucune prétention. Chaque fois qu'on m'entend, on me dit Jacob, écoute, sincèrement, t'écouter comme ça 1 heure ou une demi-heure par-ci par-là, c'est pas suffisant. Tu as une manière de parler et tu te dois de communiquer des petits trucs. Alors on me dit Jacob, tu devrais faire les réseaux sociaux, TikTok, etc. Et moi, sincèrement, quand je vois des petites jeunes raconter n'importe quoi, parce que tout le monde aujourd'hui s'improvise coach. Ouais. Je sais pas, tout le monde maintenant life coach, coach lover. Voilà, ils ont fait 3 mois de formation, ils ont lu des bouquins et ça y est, ils s'improvisent coach. Donc moi, humblement, sans aucune prétention, me mettre entre guillemets dans les mêmes réseaux qu'eux, je trouve qu'il y a une sorte de décalage. Ça veut dire que j'ai le même discours. Or, moi, je m'assois sur une expérience professionnelle. Ça fait des années que je travaille. Donc, je soigne et des dépressions, et des couples, et des enfants à aller mieux. Et merci mon Dieu, avec des résultats qui sont là. Merci mon Dieu, humblement. Donc, c'est ça que je veux partager. Pour moi, ne pas partager, c'est non-assistance à personne en danger. Parce que, comme je vous le disais au début, ne croyez surtout pas. C'est pas forcément des conseils waouh. Mais c'est comme en cuisine. Entre cuisiner à feu doux ou feu fort, c'est un petit conseil de rien du tout. Et pourtant, le petit peu qui Qui peut change entraîner un le déclic. tout. Voilà. Et donc, mes messages, donc pour le moment, sur ma chaîne YouTube, il y a surtout déjà toutes mes interviews qui ont été sous forme de vidéos. Et notamment, il y aura celle ici, bien sûr. Mais il y a aussi des extraits de conférences. Et bientôt, si Dieu veut, normalement, il y aura des billets d'humeur, des petits messages, voilà. Et bien sûr, toute suggestion, c'est le bienvenu. Mais surtout, ce que je veux surtout, c'est que les gens s'y réagissent en me disant... En vous posant des questions. ou des thématiques à aborder, etc. Voilà, merci mille fois de m'avoir... Super, bravo Jacob Voilà. Ezeroual. Et merci de lire mes livres et de les offrir. On est parti d'un sujet quand même assez difficile, mais je savais qu'avec vous, on allait trouver la porte de sortie. C'est ce que vous avez dit. Avec le sourire. Et Merci je beaucoup. pense que si on a apporté un peu de sourire à ceux et celles qui nous écoutent, on aura fait vraiment un bon boulot ensemble. Alors, Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Jacob Ezeroual. Je rappelle vos livres Savoir s'aimer et Couple, les clés pour le réussir, paru chez Guy Trédaniel. Et puis votre, ils sont disponibles votre partout, chaîne, Fnac, voilà, Amazon, et puis etc. votre chaîne YouTube Avec plaisir. qui va arriver. Merci à vous. Et puis Merci surtout mille à fois nos Karen, à auditeurs RCJ, aussi, à toute voilà. l'équipe. Et bien sûr, comme chaque semaine, je vous souhaite tout simplement une très bonne santé. Bonne santé, beaucoup d'amour.